Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, New York, quelle belle ville, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Et pour vous immerger, je vais vous raconter ces 2 threads d'horreur à la première personne. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelques mots. Je compte faire une petite vidéo avec vos histoires d'horreur. Donc si vous voulez me les écrire, ça se passe sur Insta, Arzil Story. Allez, tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. En route pour New York, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. C'est une aventure qui m'est arrivée il y a quelques années et qui m'a vraiment traumatisée sur le coup. Mes amis me disent que j'ai été chanceuse. Ça se passe à New York où je passe une semaine de vacances après la fin de ma session à l'université. Avec mon budget étudiant, je n'ai pu me payer qu'un lit dans une auberge de jeunesse un peu excentrée. Et cet hôtel se trouve dans la 113e rue. Et sa localisation est très importante. J'essaye toujours de revenir assez tôt à l'auberge, car je sais qu'après une certaine heure, il n'y a plus de métro qui s'arrête près de l'auberge. Sauf que c'était sans prendre en compte mon sens de l'orientation qui est horrible, couplé à mon anglais qui est mauvais. Je me trompe de rame et j'attends. J'attends hyper longtemps le métro et finalement quelqu'un qui travaillait dans le métro me demande ce que je fais là. Je lui explique bien tant que mal que j'attends le métro pour retourner dans mon auberge. Mais le monsieur m'explique qu'il n'y a plus de métro à cette heure-ci et m'indique où je dois aller. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'arrive finalement à prendre un métro, mais c'est l'un de ceux qui ne s'arrête pas à mon arrêt. Je panique et quand je peux enfin sortir, je suis dans un quartier mal famé. En effet, mon auberge est proche d'un quartier chaud et le métro m'y a emmené directement. Et là, je cache directement mon téléphone dans mon soutien-gorge avant de sortir. Je sors du métro et là, je tombe directement sur 2 types qui essayent de me vendre de la drogue. Là, je fais la touriste qui maîtrise encore plus mal l'anglais que la réalité. Je la joue, je ne comprends pas ce que vous racontez en anglais. Finalement, il laisse tomber. Mais à la place, l'un d'eux dit que c'est son anniversaire et que je dois lui faire un cadeau. Je fais encore semblant de ne pas comprendre, mais ils insistent lourdement en ricanant. Et là, ils me demandent mon âge, si j'ai un petit ami, etc. Le type qui a prétendu que c'était son anniversaire ment sur son âge en se faisant passer pour plus jeune. Facile à deviner à la façon dont il ricane après avoir dit son âge. Il me propose finalement de me reconduire à mon auberge en voiture, ce que je refuse en premier lieu, car je sais très bien ce qui arrive à une fille seule dans une voiture avec un inconnu. Là, je vois au loin un gang qui s'approche, plein de types chelous. Et là, je me dis, mais c'est quoi cet endroit? Mais où je me suis fourrée? Je suis morte de trouille et je me dis, je préfère être avec ces 2 types qui sont délinquants mais qui paraissent plutôt pas trop méchants. Donc j'accepte finalement sa proposition en quittant son compagnon et nous marchons vers sa voiture. Nous croisons le groupe d'individus qui font très bien voyous et le type commence à leur parler quelques minutes. Le gang l'interroge sur moi et il dit que je suis avec lui. Vous ne pouvez pas savoir comment je me sentais à ce moment-là. J'avais une peur bleue, tout en remerciant le ciel d'être tombé sur lui. Finalement, le groupe continue et nous rentrons dans sa voiture. Il m'emmène bien jusqu'à mon auberge de jeunesse, mais il ne veut pas me laisser sortir juste comme ça. Et là, il commence à me poser des questions sur mes relations sexuelles. Et je lui réponds que je suis vierge et que je me préserve pour le mariage, ce qui est totalement faux. Mais mon esprit a paniqué. Et je compte sur le fait que les Américains sont très croyants et que ça va peut-être le calmer. Mais pas du tout. Il commence à me tripoter la poitrine et pose sa main un peu plus bas. Là, je commence vraiment à paniquer. Mais je fais en sorte que ça ne se voit pas. Je le repousse gentiment en riant pour ne pas le fâcher. Pour lui changer les idées, je lui montre une photo prise ce jour-là sur mon téléphone que j'avais caché dans mon soutien-gorge. À ce moment-là, si j'aurais pu lui donner mon téléphone et que j'aurais pu sortir de cette voiture, je l'aurais fait. Mon idée était de lui changer les idées, pour qu'il s'arrête de penser à vous savez quoi. Mais non, quand il a vu une statue d'un homme nu, ça a fait l'effet inverse. Vraiment, quel pervers ce type. Bon,
Mon stratagème est tombé à l'eau. J'insiste pour descendre et il me dit qu'il me laissera sortir si je l'embrasse. Ce que je fais. Et là, miracle, j'ouvre la porte en 4e vitesse sans qu'il m'arrête. Je sais pas si c'est parce qu'il a tenu sa promesse ou si c'est parce que j'ai agi trop vite pour qu'il intervienne. Mais je suis sortie. Je suis rentrée à l'auberge en courant. J'ai remercié mon ange gardien qui avait dû faire des heures supplémentaires ce soir-là. Et je suis revenue avant 17h tous les jours suivants tellement j'étais traumatisée et que j'avais peur de retomber sur un métro à arrêt réduit. J'ai vraiment eu peur de recroiser ce gars tripoteur, comme il savait où mon auberge de jeunesse était, mais je ne l'ai jamais recroisé. Et c'est ainsi que cette aventure se termine. Disons que j'ai gardé un souvenir inoubliable de New York, mais pas pour les bonnes raisons. Oh oui, je pense qu'elle a eu de la chance que son ange gardien a fait des heures sup ce jour-là. Courage à elle si elle passe par ici. Allez, on passe au thread suivant. Bonjour, je m'appelle JB, j'ai 29 ans et j'avais 26 ans au moment des faits. Petite précision pour commencer, même si je crois aux intuitions ou au feeling, je n'en avais jamais personnellement eu. Alors, ça se passe à une période de ma vie où je sors peu à peu d'une dépression. Et donc je veux me prouver à moi-même que je suis capable d'accomplir certains de mes rêves. Finalement, je décide de partir dans une grande marche en solo qui traverse la France. Je prévois donc de partir de Lyon et mon premier but était le Mont Saint-Michel avant de continuer en faisant le tour des côtes de la Bretagne et de m'arrêter à Nantes. Donc environ 2000 km étalés sur 2 mois et demi avec un départ fin septembre. Je me prépare bien et finalement les premiers temps de ma marche se passent avec des hauts et des bas et environ 30 km par jour en moyenne. Je fais de superbes rencontres et parfois je dors dehors, sous des tentes ou sous un abri que je me suis trouvé sur le moment. Un pont, un abri de bus, une grotte, etc. J'essaye la plupart du temps de sonner chez des gens et de voir s'ils n'ont pas un garage, une grange, un endroit où m'abriter. Hors de question de demander à rentrer chez eux. Je ne voulais pas les effrayer. Une fois passé Orléans, je suis vers Ingré, un petit village au nord-ouest. Et voyant l'heure, je me dis qu'il faudrait me trouver un abri rapidement chez des gens car une tempête risque d'éclater ce soir. Et si c'est le cas, je perdrai beaucoup de temps. Si je suis sous une tente, car je devrais la sécher avant de partir. Je vois finalement une maison dans un champ, grande, blanche et plutôt imposante. Mais au fur et à mesure que je m'approche, j'ai donc un pressentiment qui me fait sentir mal. Mais j'insiste parce que j'ai vraiment besoin d'un abri. Finalement, arrivé à 100 mètres de la maison, je décide de faire demi-tour, car j'ai l'impression que je me mettrai en danger mortel si j'avance plus. Je repars donc dans les bois et finalement à 19h, je décide de m'arrêter après avoir vérifié que j'étais en dehors de toute propriété et que la forêt où j'allais me poser était une forêt municipale interdite à la chasse. Je pose ma tente à 5 mètres du chemin et je fais un petit feu en sécurisant vraiment tout. La nuit, la tempête arrive comme prévu. Et cette dernière dure toute la journée du lendemain. Je reste donc sous ma tente tout en prévoyant de partir dès qu'elle se calmera. Et ce n'est que le surlendemain de mon arrivée que tout s'est calmé. Je commence à ranger mes affaires. Finalement, à 9h, j'entends des gens marcher sur le chemin. Rien d'inquiétant. Mais là, ça s'arrête à la hauteur de ma tente. Ah tiens, c'est bizarre. Et finalement, j'entends « Tu crois qu'il est encore là ?» Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne bouge plus, je ne fais plus de bruit et j'attends. J'ai l'impression d'attendre très longtemps, mais en réalité, maximum 1 minute. Et l'une des personnes se rapproche et s'arrête devant ma tente. Et j'entends « Bonjour ». J'ouvre donc ma tente et heureusement j'étais habillée. Et je me retrouve face à un canon de fusil de chasse, chargé à 20 cm de mon visage. Je relève les yeux et je vois un jeune adulte qui me regarde. Je réponds donc « Bonjour » et la personne me demande ce que je fais ici. À ce moment-là, mon premier réflexe est de faire une blague en disant que je suis en train de tourner un film plus 18. Mais au final, le fusil me rappelle à l'ordre et j'explique ce que je fais ici. Et là, le mec me dit « Ouais, bah tu vas devoir être parti dans 5 minutes parce que là, on fait une battue. Et que tu vois, une balle perdue est vite arrivée. Et ça met du temps à retrouver les gens dans la forêt. N'étant pas stupide, je comprends la menace. Et je ne préfère pas préciser que la chasse est interdite ici. Les 2 personnes partent et laissent le 3e sur place, en lui disant de s'occuper du problème si ce n'est pas réglé dans 5 minutes. À ce moment-là, je n'ai jamais rangé mes affaires aussi vite de ma vie. Finalement, je repars les affaires complètement trempées alors que je me suis éloignée à 100 mètres à peine. J'entends le gars rester sur place et me dire « Ça fait 5 minutes !» Et immédiatement,
j'entends un coup de feu. Je me mets donc instantanément à courir et à chercher un lieu où me cacher. J'entends un autre coup de feu et finalement je prends à droite à un croisement. Là, je me cache quelque part pour appeler mon père. Je lui donne mes coordonnées géographiques exactes et lui explique ce qu'il se passe. Je lui demande d'appeler les flics s'il n'a pas de nouvelles de moi dans 1 heure. Je reprends ma route le plus discrètement possible, en faisant un grand détour, et finalement je parviens à trouver une petite ferme dont les occupants m'accueillent et je leur raconte mon histoire. Et ils m'expliquent que vu la description des gens, que ce sont les habitants de la maison que j'avais vue 2 jours avant. Comme quoi j'ai eu raison de faire demi-tour. Et qu'en plus de ça, ils sont potes avec les gendarmes du coin. Donc j'appelle mon père pour le rassurer et lui dire de ne pas appeler la police, car je veux prendre aucun risque. C'est ma parole contre la leur et ça serait probablement pas concluant. Finalement, je reste une nuit avec ces personnes qui m'offrent le gîte, le repas et m'avance sur le chemin en voiture. J'en profite pour faire sécher mes affaires et reprendre ma marche, que j'ai fini presque en intégralité. Waouh, mais il est tombé sur des gros malades! Comment tu peux faire ça? Je me demande même si leur but c'était pas de l'effrayer et de le chasser après. Le pire quand même dans toute cette histoire, c'est les flics qui sont de mèche avec eux. Mais c'est horrible comme village. Et en plus de ça, c'est en France. C'est pas aux États-Unis, c'est en France. Allez, sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!